Oui, Euh, Eh bien, bonjour à tous, on est absolument ravis de participer à ce webinaire. Je vais nous présenter très rapidement. Donc, Claire Réassa, moi je suis directrice adjointe à la direction du développement des transports territoriaux. En fait, c'est la direction qui s'occupe des SERM à la Société des grands projets. Je suis accompagnée de Marine Chaumont, qui est responsable de l'unité concertation et qui du coup travaille sur toute la doctrine de concertation attends, je sur coupe. les SERM et d'Antoine Brandalac, qui est chef de projet relations territoriales, plus spécifiquement impliqué sur le CERM lillois à ce stade et qui pourra partager un retour d'expérience si vous le souhaitez par la suite. Euh, donc, ce qu'on voulait vous présenter très rapidement aujourd'hui, c'est refaire un petit point sur la démarche CERM, vous présenter les interventions de la Société des grands projets sur les CERM, revenir sur la manière dont on mène le dialogue territorial sur les SERM, et puis ensuite un temps d'échange. Merci pour les questions qu'on a bien reçues en amont, et donc on pourra en repartir, ou alors prendre les questions dans la salle comme vous le souhaiterez. Euh, alors, d'abord, pourquoi ce webinaire Donc, en fait, la loi qui a créé les SERM, en fait, vient prévoir et cadrer l'association des codev à la démarche de concertation et du dialogue territorial sur les SERM. Et donc, ce webinaire, ça a pour objet de vous présenter la démarche de SERM, de vous présenter un état d'avancement des projets de SERM sur lesquels la Société des grands projets intervient pour vous donner en fait la vision globale et permettre ensuite de vous associer plus facilement aux démarches de dialogue territorial qu'on porte. Pour mémoire, on a mis à l'écran ce que prévoit le Code général des collectivités territoriales en matière d'association des conseils de développement au dialogue territorial sur les SERM. Euh, donc ça dit sur le projet de service express régional métropolitain, lorsqu'il a été mis en place par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui est autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial, lorsque le territoire est inclus en tout ou partie dans ce projet. Donc on est vraiment sur une association des CODEV, des EPCI ou métropoles, des périmètres des SERM. En tout cas, c'est ce que prévoit la loi. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir vous associer et ce webinaire, on remercie vraiment la proposition parce que ça nous permet de présenter plus largement la démarche. Alors, la démarche CERM. Donc, d'abord, un petit point sur la Société des grands projets et pourquoi on intervient sur les SERM et pourquoi vous allez nous voir potentiellement intervenir sur les territoires sur lesquels vous êtes installés. Donc la SGP, c'est un établissement public national qui s'appelait Société du Grand Paris, qui maintenant s'appelle depuis la loi SERM Société des grands projets et qui est dédié au pilotage des grands projets de mobilité du quotidien en s'appuyant sur l'expérience acquise dans la réalisation d'un projet inédit, le Grand Paris Express, pour mémoire, 200 km de nouveaux métros en Ile-de-France. C'est le petit schéma que vous voyez à l'écran. Pourquoi la SGP a été jugée pertinente pour mener aux côtés des collectivités territoriales les projets de CERN, c'est parce qu'en fait, dans le cadre du Grand Paris Express, les PIC en fait comportent l'ensemble des expertises qui sont nécessaires à chaque phase de réalisation du projet, qu'on soit en phase d'étude amont ou très proche de la livraison des ouvrages, et avec toute la notion de dialogue territorial et des différentes étapes qu'il faut mener, que ce soit les concertations obligatoires, l'association du grand public, toutes les démarches réglementaires. La démarche nationale CERM, donc en fait l'objet CERM, donc Service Express Régional Métropolitain, c'est un objet assez récent qui a été créé par une loi qui a été promulguée le 27 décembre 2023. Qu'est-ce que c'est un CERM? C'est un service de mobilité global et multimodal, c'est très important, qui s'appuie prioritairement sur un renforcement de l'offre ferroviaire, donc on parle souvent de colonne vertébrale ferroviaire du CERM, mais qui doit être complété par l'ensemble des autres modes de transport. En particulier, la loi vise explicitement les transports routiers à haut niveau de service, qu'on peut aussi appeler car express, et les réseaux cyclables au sens structurant. Donc, on est sur un enjeu pour les SERM d'amélioration des mobilités du quotidien, avec une logique d'amélioration de leur qualité, du service qui est rendu aux usagers. Donc on est vraiment dans une logique
quels sont les enjeux pour les habitants d'un territoire en matière de mobilité et comment l'améliorer. Donc on ne parle pas forcément d'infrastructures dans un premier temps. On essaye vraiment d'abord de parler services et besoins en matière d'amélioration des services. C'est pour ça que dans les CERM, il y a toujours une partie sur tout ce qui est information voyageurs, billettique, enjeux d'homogénéisation de la tarification, par exemple. On vise le désenclavement des territoires périurbains et ruraux. C'est pour ça qu'un CERM, on dit que c'est un service express régional métropolitain. Donc, si on est centré sur une métropole, évidemment, le périmètre se veut beaucoup plus large pour aller justement chercher les flux qui peuvent exister entre les territoires périurbains, plus ou moins éloignés, voire ruraux, et la métropole, et aussi en transversal entre ces territoires périurbains. Si je prends deux exemples concrets pour que vous puissiez visualiser ce que ça donne, le CERM de Toulouse, on est sur un CERM avec un périmètre dans lequel il y a 19 EPCI, donc qui couvre toute l'étoile ferroviaire de l'agglomération toulousaine, mais qui en fait va beaucoup plus loin. Donc 19 EPCI, on est en gros à 40 km de Toulouse. Au nord, on monte quasiment jusqu'à Montauban. Et au sud, pas complètement jusqu'à Saint-Gaudens, mais on va quand même assez loin. Un autre exemple, c'est par exemple sur le CERM Lorraine-Luxembourg, où là, on a carrément les 3 pôles urbains de Nancy, de Metz et de Thionville, et tout le sillon lorrain qui est intégré au périmètre du CERM. Donc on est vraiment dans une logique de bassin de mobilité, de bassin de vie, pour approcher cette notion d'offre multimodale de services de mobilité. Et évidemment, dans une logique globale de décarbonation des mobilités du quotidien, alors que, on le sait, hein, les émissions des transports sont celles qui ont continué d'augmenter le plus ces dernières années, qu'on a un enjeu de faire changer les comportements pour aller de moins d'utilisation de la voiture en individuel vers plus d'utilisation de transports décarbonés ou de transports en commun massifiés dans un premier temps. Donc le CERM, ça vise à tout ça dans une logique d'efficience et vraiment de service aux usagers avant tout, même si évidemment, pour améliorer les services, on a parfois besoin de nouvelles infrastructures et donc on parle évidemment de programmes d'infrastructures sur l'ensemble des territoires sur lesquels on est mobilisé. Donc aujourd'hui, concrètement, combien il y a de CERM? Donc vous voyez à l'écran la carte. Donc il y a 26 projets qui ont été labellisés par le ministère chargé des Transports en France. Donc à peu près dans toutes les régions, avec une forte concentration de CERM en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 6 CERM, mais finalement des CERM dans aujourd'hui toutes les régions françaises. La Société des grands projets est impliquée à la demande des collectivités sur 14 d'entre eux, donc c'est ceux qui sont en vert sur la carte, sachant qu'on travaille par ailleurs on est en cours de travail avec d'autres régions pour voir s'il y a une possibilité d'intervention pour aider les collectivités à leur demande. Je rappelle que la Société des grands projets intervient à la demande des collectivités et après autorisation de l'État. Donc en fait, les collectivités demandent au ministère des Transports l'intervention de la SGP et le ministère des Transports valide cette intervention. Peut-être vous dire globalement comment se déroule un projet de CERM et les phases dans lesquelles on est aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle les phases de préfiguration. Donc on intervient après la labellisation du projet de CERM par décision du ministre des Transports. Ça intervient souvent sur un pré-dossier qui est déposé par la région, la métropole et parfois quelques EPCI déjà identifiés, déjà, on va dire, très intégrés à la démarche. Et qui décrit en fait un peu dans une déclaration d'intention la volonté de travailler ensemble sur la définition d'un CERM. On entre ensuite en phase de préfiguration qui vise à l'élaboration d'un dossier de synthèse et c'est sur la base de ce dossier de synthèse que l'État doit
attribuer, octroyer le statut officiel de SERM par arrêté du ministre chargé des Transports. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces phases de préfiguration qui sont en cours? Il y a 3 jambes. On travaille à l'élaboration du schéma d'ensemble multimodal. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de venir décrire comment évolue l'offre de transport sur le territoire, sur l'ensemble des modes. Donc évidemment avec une brique ferroviaire, mais avec une brique sur les services routiers, avec une brique sur le vélo, potentiellement une brique covoiturage selon les territoires. Le tout phasé dans le temps, parce qu'on imagine bien que tout ne peut pas avoir lieu à court terme. Donc du coup, on essaye d'identifier quels sauts d'offres sont réalisables, à quel horizon, vraiment dans une logique de service aux usagers. L'élaboration d'un schéma de gouvernance future du SERM, c'est-à-dire qui est-ce qu'on met autour de la table pour discuter de quoi, et évidemment la préparation d'un plan de financement. Comment on fait ça? On se base beaucoup sur du dialogue territorial. On essaye de voir la totalité des EPCI qui peuvent être concernés par le SERM, mais aussi les parties prenantes, donc les associations d'usagers, les grands employeurs économiques, les CCI, les antennes locales du MEDEF, par exemple, etc. Et donc, c'est aussi dans le cadre de ce dialogue territorial que peut avoir lieu l'association des CODEV du périmètre du SERM. Les SERM, c'est avant tout une démarche partenariale. Quand la société des grands projets intervient dans le cadre des phases de préfiguration, elle n'intervient pas seule. Elle intervient toujours et systématiquement aux côtés de SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexion, qui sont les opérateurs de l'État sur le volet ferroviaire. Et ensuite, on a systématiquement dans les équipes de préfiguration l'État, la région, la métropole, et ensuite, au cas par cas, le ou les départements du périmètre, les autres EPCI. Donc ça, c'est assez variable. Il y a aussi beaucoup d'endroits où on a les agences d'urbanisme qui sont directement part à l'équipe de préfiguration, ce qui a beaucoup de sens parce que ça permet d'avoir un volet aménagement et de penser les mobilités vraiment comme un projet de territoire et d'aménagement du territoire. Enfin, la loi prévoit l'association des gestionnaires d'autoroutes et de voies routières du périmètre. Donc, on associe aussi, en tant que de besoin, ces acteurs-là. Je vais passer la parole à Marine qui va vous présenter sur les SERM sur lesquels la SGP est impliquée, le calendrier macro global sur lequel on travaille, étant évidemment entendu que parfois les choses peuvent s'accélérer, prendre du retard en fonction des échanges politiques. Donc, il faut prendre ça comme c'est à titre indicatif. Merci Claire. Bonjour à tous. Donc moi je suis, comme le disait Claire Ressassa, je suis responsable du dialogue territorial et de la concertation donc à l'échelle nationale sur les différents projets de SERM. Donc vous avez eu un rapide panorama et donc je suis là pour, avec mon équipe, appuyer, conseiller les équipes de préfiguration dans les différents territoires sur la manière d'associer le public et les acteurs territoriaux. Je rappellerai aussi, et Claire l'a dit, mais la préfiguration, c'est une étape bien particulière. Donc là, on va zoomer sur cette étape de préfiguration qui dure en général 1 an, donc c'est très court. Et au sein de cette étape de préfiguration, on a prévu un peu 3 temps, 3 cycles de dialogue territorial, de manière à ce que le dialogue territorial s'inscrive vraiment aussi dans la logique de mise en place des études, donc la construction du schéma d'ensemble. Donc on va intervenir donc en phase, si je résume, diagnostic, puis construction des scénarios, puis atterrissage du scénario préférentiel. Attention, on y reviendra aussi peut-être plus tard, ce qu'on a appelé le dialogue territorial, c'est une traduction de la loi SERM qui vous a été présentée, le fait que toutes les parties prenantes doivent être concertées. La loi ne cite que les collectivités, l'État, mais on a aussi nous considéré qu'il était important d'aller plus largement, en dehors des CODEV qui sont aussi visés ultérieurement par la loi, on associe les associations bien évidemment et les acteurs économiques.
mais on n'est pas avec le grand public directement en lien, si ce n'est dans des cas particuliers, et on y reviendra. Donc, sur ce tableau qui est un peu aride, l'idée, c'était de vous dire, voilà, sur les CERM que l'on suit, ces différentes phases. Donc, je vais me concentrer sur ce qui nous occupe aujourd'hui, hein, le trimestre 2 2025. Vous voyez que, par exemple, pour les CERM, notamment de Aura, qui se sont lancés en début d'année, les choses sont allées assez rapidement. Donc, sur Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Étienne, on amorce le cycle 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le cycle 2? C'est qu'on va aller conforter un peu le diagnostic qu'on a fait à travers des entretiens de dialogue territorial, et on va ensuite poursuivre le dialogue sur les scénarios. Sur Chambéry et Franco-Suisse, ces CERM-là se sont montés très récemment. Et donc, je voyais qu'il y a une demande effectivement d'obtenir la présentation. Et oui, bien sûr, on la communiquera avec plaisir, parce que vous n'allez pas tout retenir, je m'en doute. Là, on passe très rapidement. Voilà, donc sur Chambéry-Franco-Suisse, on vient de lancer l'étape, on va lancer l'étape 2. Sur des CERM du Grand Est, si je remonte un peu dans le tableau, ceux-ci sont plus avancés. Donc sur Lorraine-Luxembourg, Mulhouse-Strasbourg, qui avait démarré dès début 2024. Là, évidemment, on est plutôt dans une phase d'atterrissage sur le scénario préférentiel du schéma d'ensemble. Voilà. Et puis, par exemple, Claire a cité, grâce à la présence de Antoine Brandalac, aujourd'hui le CERM des Hauts-de-France. Là, le dialogue territorial s'est terminé en fin d'année dernière. Sur Montpellier, on pourra peut-être y revenir, mais il y a eu aussi un dialogue qu'on n'a pas précisé là, mais avec un certain nombre, les EPCI du périmètre. Donc, autour de table, si on comptait les membres de la préfiguration et les EPCI du périmètre, on était à une petite quinzaine de parties prenantes. Et voilà, et on pourra apporter plus d'informations sur Montpellier dans la suite des échanges. On va passer à la slide suivante. Si ça fonctionne, voilà. Et donc, voilà, là c'était un petit peu ce que je vous racontais en amont, c'était qu'en fait, on a ces différents cycles, donc le cycle du diagnostic que vous voyez dans le petit schéma à droite, le cycle du travail sur les orientations du projet de CERM et le cycle de l'atterrissage où on va faire aboutir finalement un scénario préférentiel pour le schéma de service composé aussi de son plan de financement et son schéma de gouvernance. Comment on conçoit, nous, le dialogue territorial? Je vous l'ai dit, la loi, elle vise précisément un certain nombre d'acteurs, mais nous, on va au-delà. On conseille vraiment aux collectivités d'aller le plus largement possible dans le dialogue et donc d'élargir le cercle des parties prenantes. On associe donc l'ensemble de ces acteurs. On l'a fait à Rouen. Je vois qu'il y a des acteurs rouennais aujourd'hui. On l'a fait à Rouen dès le début, à travers des entretiens de dialogue territorial, puis des ateliers. On a déjà eu 2 ateliers à Rouen et on travaille effectivement en premier lieu sur les enjeux. On fait remonter les enjeux des territoires, donc exprimés par les collectivités et aussi par les autres parties prenantes. Et on confronte en fait ce diagnostic un peu au diagnostic d'études qui est fait par ailleurs. Sur les sujets plus liés à la gouvernance et je dirais au financement, là c'est plutôt un recueil des enjeux, des attentes, voilà, sachant qu'évidemment les discussions vont se faire de manière plus resserrée avec les partenaires de la préfiguration. Et puis et ça peut être aussi l'occasion d'un échange aujourd'hui, on discute aussi sur la manière finalement d'associer le grand public par la suite. Pourquoi aujourd'hui le grand public il n'est pas visé expressément, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de périmètre de maîtrise d'ouvrage défini, il n'y a pas de projet complètement arrêté, et donc nous c'est vraiment cette concertation se fait au niveau des acteurs pour ensuite avoir un statut de CERM qui lui donnera bien sûr lieu à des phases de concertation publique. Donc le dialogue territorial on le mène voilà à travers différents formats, des formats d'écoute via des entretiens avec l'ensemble des acteurs. C'est par exemple le cas en ce moment à Lyon, Clermont, Saint-Étienne. Là, ça se lance à Chambéry, Franco-Suisse. Et puis ensuite, des phases d'atelier. Et on va venir ensuite sur comment on vous associera les codev ou si on ne vous a pas encore associé. Alors, on peut passer à la slide suivante.
Merci beaucoup. Donc voilà, là c'est un peu une illustration finalement de ce que l'on fait dans les territoires. Comme je le disais, hein, une fois qu'on a mené toute une phase d'entretien et d'écoute sur le diagnostic, on vient un peu confronter ces enjeux, cette synthèse des entretiens avec l'ensemble des acteurs pour en discuter, pour prioriser par exemple les enjeux de mobilité, regarder sur une carte comment ça va se traduire, et puis ensuite pour construire les scénarios du schéma d'ensemble. Donc on a eu des ateliers, j'ai évoqué Rouen, Grenoble, on a eu aussi un atelier, mais qui était plus avec les collectivités en février. Et dans le Grand Est, on a eu un certain nombre d'ateliers, 2 sur chaque CERM du Grand Est. Donc pour rappel, il y a 3 CERM dans le Grand Est, et on a fait 2 ateliers vraiment élargis avec les EPCI, mais aussi les associations. Et on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, sur la manière d'associer les codev. Alors, vous le savez mieux que nous, mais effectivement, les codev sont des instances de dialogue liées aux EPCI. Et donc, c'est évidemment les EPCI qui peuvent vous saisir en direct du sujet, ou aussi, vous avez la possibilité de vous auto-saisir des sujets. Et si j'ai bien compris, plusieurs l'ont déjà fait. Après, nous, évidemment, alors, on est conscient en fait que là ça vient dans une seconde phase, c'est-à-dire que la loi, enfin le Code général des collectivités locales a été récemment amendé, hein, si je me trompe pas, c'était à l'automne pour viser le sujet CERM, et donc effectivement les codev, nous on les a parfois rencontrés, mais parfois pas encore, et donc c'est pour ça qu'on propose de compléter le dialogue territorial avec des entretiens avec les codev membres des EPCI de l'équipe de préfiguration, je dirais à minima. On peut avoir aussi une contribution écrite, bien sûr, des codev sur la base du dossier minute qui avait fait l'objet de la labellisation. Et on peut aussi avoir l'invitation des codev aux ateliers de dialogue territorial. Si on a 1, 2 représentants par codev, par exemple. On peut passer à la slide suivante, qui est les échanges, effectivement. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide, mais c'est pour avoir plus de temps d'échange avec vous sur ces éléments qu'on vient de vous présenter, peut-être à la fois sur les éléments de présentation génériques sur les CERM, la démarche, et puis sur ce qui vous intéresse, j'imagine, sur la manière de vous associer. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, pour prendre la parole, je vous invite à lever la main et puis on vous donnera la parole. Alors, Alain. Bon. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Alain Faure, Conseil de développement Grenoble-Alpes Métropole. C'est juste une question technique. Du coup, comment ça se passe pour les territoires? J'ai bien compris les choix de territoires qui ne sont pas, donc, pour l'instant, en dialogue direct avec vous. Je crois qu'à Grenoble, du coup, si j'ai bien compris, ce n'est pas le cas. Et nous, il se trouve que notre Conseil de développement, depuis novembre 2023, on s'est saisi du RER. À l'époque, c'était RER ferme. Et on est en train de terminer une mission là, de 2 ans, donc avec énormément d'auditions. On va sortir une BD, donc on a énormément travaillé. Et comment on fait? Est-ce qu'on a une connexion avec vous ou on doit attendre que nos syndicats intercommunaux, parce qu'il y a soient en contact avec vous? Comment ça marche temporellement? Oui, alors d'abord, un premier niveau de réponse, c'est que la Société des grands projets intervient bien sur le CERM de Grenoble. Donc on est dans un cas où on intervient. D'abord, c'est très enrichissant pour nous de savoir tout le travail que vous avez mené, et je pense que ça viendra vraiment compléter une partie du diagnostic que nous, on a pu faire par des entretiens, mais du coup plutôt avec les EPCI du périmètre. Et je vais... peut-être Marine, si tu veux compléter sur la manière d'associer dans les prochaines étapes. Oui, oui, merci. C'est vrai que c'est le cas dans plusieurs métropoles, hein, qu'il y a déjà eu le sujet des mobilités en général est un sujet qui occupe les codev. Et puis parfois, il y a eu des contributions, je pense aussi à Rouen, où il y avait eu une contribution dans le cadre plutôt de la réflexion sur le PDM, si je ne me trompe pas. Mais la manière de vous associer, nous déjà, on fait ce webinaire. On en informe évidemment tous nos partenaires de préfiguration sur nos différents projets.
Donc, on leur passera le compte-rendu et les informations et les échanges qu'on a eus. Et évidemment, le souhait, c'est qu'on puisse s'en saisir et vous associer d'une manière ou d'une autre. Donc, nous, on peut être force de proposition, mais j'imagine qu'à la métropole, vous avez des interlocuteurs à qui vous avez peut-être déjà passé des contributions sur le sujet. Oui, oui, nous, on est déjà en dialogue. On leur a présenté Voilà, notre ouais. état d'avancement. On va leur présenter notre produit final là, dans un mois. Donc, on est, oui, oui, en dialogue permanent. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça illustre bien la complexité des CERM. C'est que la dynamique, elle ne se crée pas forcément du côté institutionnel et politique pour plein de raisons. Et du coup, c'est là que les conseils de développement ont un rôle décisif, mais il faut trouver les portes pour qu'ils puissent jouer ce rôle décisif. D'accord, merci. Il y a beaucoup de questions. Alors, on poursuit avec Dominique Chuffat. Oui, bonjour, bonjour Claire et, Bonjour. et Marine. Moi, j'ai une double question. La première, c'est est-ce que vous avez des nouvelles, vous, de la partie des financements des CERM, puisque pour l'instant, on ne voit pas sortir grand-chose de la part du gouvernement ou du ministère des Transports. Donc, est-ce que vous, de votre côté, vous avez vu arriver quelques subsides, ou en tout cas, comment ça s'organise? Et puis, j'en profite aussi pour saluer la présence de Léa Guével, hein, qui est du Césaire Bretagne, qui est parmi nous. Voilà, et pour savoir, parce que dans votre liste, il n'y a pas le CERM Bretagne, puisque lui, il est régional. Est-ce que là aussi, vous avez des nouvelles sur ce CERM-là? Merci. Oui, sur la première question sur les financements, donc ce qui a été annoncé il y a quelques semaines, c'est le lancement officiel de la conférence de financement qui était prévue par la loi, qu'ils appellent maintenant Ambition France Transport, dont le pilotage a été confié à Dominique Bussereau, donc ancien ministre en charge des transports, entre autres, parce que M. Bussereau a fait pas mal de choses. Ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'ateliers qui vont être organisés entre maintenant et avril, mai, la date de fin est pas claire, et que le but est d'aboutir à des décisions sur le financement des CERM, mais pas que, parce que le périmètre de la conférence de financement a été beaucoup élargi pour intégrer la question de l'évolution du modèle autoroutier français, avec la fin des concessions historiques qui arrivent dans les prochaines années, la question spécifique de la régénération du réseau ferroviaire et la question du financement des mobilités par les AOM. Et donc les CERM là-dedans sont bien incluses. On en a eu la confirmation. Donc il y aura bien des échanges dédiés aux CERM dans la conférence de financement, mais évidemment à ce stade, pas de visibilité sur les annonces éventuelles. Sur le CERM breton, nous, du côté de la Société des grands projets, on n'a pas eu de nouveaux échanges avec la région ou les autres partenaires, donc pas d'éléments à partager sur ça. Merci. Pierre Montet. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très intéressante. Et effectivement, moi, la question que je voulais poser, c'était que les conseils de développement ont déjà peut-être été associés. Enfin, nous, c'est par exemple ce que vous disiez, notre cas, de manière partielle, puisqu'on a eu des présentations, notamment du diagnostic qui a été réalisé en juin 2024, que par l'intermédiaire de l'évolution de la refonte du plan de mobilité de la métropole, effectivement, le conseil de développement de la métropole de Rouen, qui a la spécificité d'intégrer en son sein son comité des partenaires mobilité, donc qui est l'instance de dialogue obligatoire pour un AOM, a fait une première contribution, et je vois qu'il y a plusieurs membres du conseil de développement de la métropole qui sont présents, que je salue aujourd'hui. Moi, ma question, c'est comment ensuite on peut continuer à être associé dans la mesure où, alors je ne sais pas comment ça s'est passé sur d'autres territoires, plus spécifiquement de notre côté, c'est plutôt certaines associations dédiées à ce sujet, comme je vois Jean-Louis qui est là de SOS Gare, qui ont été associés à la concertation, mais du coup pas forcément les conseils de développement. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que dit la loi? Comment ça se passe? Je sais que nos collègues de la métropole sont partie prenante et effectivement pourraient nous aider dès qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas les seuls effectivement dans la démarche. Donc comment ça s'organise? Et du coup,
moi, je me permets de faire une demande officielle de la part du Conseil de développement de la métropole de Rouen pour être associé aux phases de dialogue qui sont en cours sur le sujet et à avoir un temps d'échange, avoir peut-être un temps de présentation, notamment aussi au sein du Conseil de développement. Merci. Oui, merci beaucoup pour la question sur Rouen. Ce que je vous propose, c'est qu'on prend bonne note, on en échange en interne, nous, avec notre chef de projet sur le CERM de Rouen et Marine pour voir quelles modalités concrètes on peut trouver. Et nous, évidemment, on validera ça avec les membres de l'équipe de préfiguration, donc dans le cas de Rouen, mais vous le savez, hein, la région, la métropole et puis la CASE. Et l'État évidemment. Donc voilà, je propose on prend le point et la demande est bien passée. On en reparle nous en interne de notre côté et puis on reviendra vers vous directement sans doute pour vous proposer une modalité si ça vous convient. C'est parfait, merci beaucoup. Et par ailleurs, la loi ne dit pas plus que ce qu'on a présenté en fait. Donc D'accord, ok. voilà. Mais, en fait, c'est pour ça qu'il faut à chaque fois trouver le bon niveau d'association en fonction évidemment de ce que veulent les EPCI, de la volonté, je dirais, motivation du CODEV à se saisir du sujet ou pas. Enfin voilà. Donc c'est parfait, merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec Gilles Blanchon. Oui, bonjour. Moi, c'est le CERM de Bretagne qui m'interpelle parce que c'est un CERM au niveau régional. Donc là, on va pas s'adresser à une EPCI en particulier. Comment on peut organiser le dialogue? Est-ce qu'on doit passer par des autosaisines de chaque EPCI sur le territoire? Est-ce qu'on doit passer par le réseau breton des CODEF? Puisqu'en fait, les CODEF bretons sont organisés aussi autour d'un réseau les représentants et s'appuie aussi sur le Césaire Bretagne, puisque j'ai cru comprendre que le Césaire Bretagne était dans la bouche aujourd'hui. Et puis, qui mène le CERM de Bretagne aujourd'hui? Est-ce que la région seule ou est-ce qu'elle est appuyée par quelqu'un d'autre? Et est-ce que la loi nous pousse aussi à la représentation du réseau breton plus qu'au CODEV individuel pour chaque EPCI? Ouais, merci beaucoup pour la question. Donc nous, à la Société des Grands Projets, on n'est pas mobilisé sur le CERM breton, donc on a peu de visibilité. Ce qui est sûr, c'est que c'est une démarche qui est menée par la région. Donc en termes d'interlocuteurs, je pense que c'est de ce côté-là que ce sera le plus facile pour vous d'avoir des éléments. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont toujours sur un seul CERM à l'échelle régionale ou s'ils ont subdivisé. Honnêtement, je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus dans quelle mesure ils ont associé à ce stade les métropoles ou villes moyennes, enfin voilà, du périmètre. Donc je pense que c'est vraiment la porte d'entrée, c'est vraiment la région sur le CERM breton à ce stade. Mais voilà, sans y être plus que ça impliqué, donc si je peux compléter, Gilles, à la dernière réunion du comité d'animation, on a posé la question à la vice-présidente de la région qui était là et elle n'était absolument pas au courant, hein, Madame Fortin. Et donc, elle a dit qu'elle transmettait à Monsieur Kirnes, qui est le VP en charge des transports. Voilà, donc depuis, pas de nouvelles, mais en effet, moi je pense en tout cas que c'est au niveau bien sûr, de la coordination régionale que ça devrait se traiter. Ça serait plus logique. Voilà, on poursuit avec Emmanuel Gambet. Oui, alors d'abord merci d'avoir déjà répondu aux façons dont les CODEF peuvent se saisir des CERM. C'est bien dans le cadre de leur relation avec le PCI auquel ils sont rattachés, s'ils se confirment. Ok, c'est parfait. Bon, ma question était plutôt sur le cadre dans lequel s'élaborent les CERM. On est maintenant à plus d'une vingtaine de sites qui donnent l'objet et qui un CERM. Et en fait, on, on est passé d'un système de plans d'investissement dans le ferroviaire à finalement des plans de mobilité à une échelle beaucoup plus large que les plans de mobilité des autorités organisatrices urbaines. Et donc, et par ailleurs, d'ailleurs aussi dans le livre blanc consacré au CERM, était mis en avant l'accent sur l'usager maître d'usage. Et donc, ça me paraît important, et je me dis qu'on en arrive maintenant à l'exigence
d'une normalisation des conditions d'élaboration des CERM. C'est-à-dire que là, on voit bien des initiatives. On a un cadre assez relativement flou pour l'instant, et je pense que les CERM devraient intégrer le régime, j'allais dire, général des méthodes d'évaluation des projets de transport, d'une part, et intégrer aussi la liste des plans et programmes qui sont aussi soumis à l'autorité environnementale. Ça serait assez logique à partir du moment où on est sur un cadre vraiment général. Et pourquoi? Parce que à ces deux types on a d'un côté le référentiel d'évaluation socio-économique des projets, qui donne des procédures, qui donne des normes, et qui permettrait effectivement des comparaisons stables d'un site à un autre de la façon dont on procède. Et puis, euh, cette, cette, cette exigence de conformité, j'allais dire, dans l'élaboration des CERN. Parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas, en fait. Voilà, c'est ça ma question, ma Peut-être. remarque. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant et ça fait écho à nous des réflexions qu'on a évidemment en interne parce qu'on bénéficie d'une vision, alors pas totale vu qu'on n'est pas impliqué sur l'ensemble des CERM, mais sur 14, on commence à avoir une bonne vision. Donc d'abord vous dire que quand même, on est assez loin de la normalisation parce qu'on est vraiment sur des projets qui émergent des territoires et donc on a à la fois des tailles de périmètre qui sont très très variables, on a des envies des acteurs qui sont très très variables, on a des historiques de territoires qui sont très très variables. Si je prends quelques exemples assez contrastés sur le CERM de Mulhouse-Bâle, on n'avait pas grand-chose. Donc on est vraiment sur l'émergence d'un projet de territoire grâce aux mobilités qui émergent complètement via la démarche CERM. Alors que si on prend par exemple Toulouse, que vous connaissez du coup particulièrement bien, en fait on est sur un territoire avec une maturité de projet de mobilité au sens large qui est très fort, avec énormément d'antériorité, et donc où le CERM vient en fait un peu concaténer l'ensemble et être la démarche ensemblière du territoire en matière de mobilité. Donc, ce que je veux dire, c'est d'abord qu'on a quand même vraiment des spécificités dans les approches des différents territoires, ce qui nous semble très riche et on pense qu'il faut vraiment garder ça parce que ça permet d'avoir un vrai ancrage local et des choses qui sont vraiment adaptées en fait aux enjeux de chacun. Ensuite, par contre, on vous rejoint complètement sur le besoin d'avoir des procédures cohérentes sur l'ensemble des CERM pour s'assurer qu'en fait, le CERM devient un objet à peu près cohérent, c'est-à-dire qu'on y fait globalement à peu près la même chose. Donc sur la notion de plan-programme, c'est quelque chose sur lequel nous, on est très sensible. Ce qu'on dit juste, c'est qu'au stade de la préfiguration, on est très en amont. En fait, la préfiguration vise à définir le projet de CERM du territoire, qui ensuite va rentrer dans des phases de projet plus classiques. Par exemple, l'évaluation environnementale, plan-programme ou autre, c'est en cours de discussion avec l'État. Vous parlez des évaluations socio-économiques. Évidemment, c'est aussi des choses qu'on essaye d'anticiper. Ce qu'on pense, c'est qu'en fait, il n'y aura pas forcément d'évaluation socio-économique du CERM dans son ensemble avec le même niveau de détail que quand on fait l'évaluation socio-économique d'une opération ou d'une composante et qu'on va jusqu'à calculer une vanne, par exemple. Mais néanmoins, d'abord, la loi le prévoit. Donc, la loi met l'accent sur l'analyse, la quantification des effets environnementaux, des effets socio-économiques du CERM. Donc, on va vers ça. Et on essaye de développer une approche cohérente adaptable à chaque territoire et aux spécificités de chaque territoire, mais qui reprend bien, on va dire, les mêmes critères de base. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je pense qu'à ce stade, c'est ce qu'on peut dire. Oui, oui. Bien, je vous remercie. Alors, nous avons une question du côté de Montpellier. Jean Maillet. Oui, question, commentaire. D'abord, une remarque très, très pointue d'un des membres du CODEL ici présent, là. Est-ce que la marchabilité participe aussi d'un projet de CERM? Ça, c'est une question, parce que la marchabilité, c'est le premier mode de déplacement des uns et des autres. Et puis après, plusieurs remarques ou commentaires. Euh, pour nous, ça reste encore une boîte noire, le CERM. C'est une annonce politique qui est faite. On voit quand on vous écoute que la question des calendriers et des financements, c'est quelque chose qui est encore en devenir.
compte tenu également des calendriers électoraux qui s'annoncent, et en particulier des municipales à venir, on se dit que rien ne progressera vraiment au-delà des études avant plusieurs années. Voilà, donc c'est quelle temporalité au fond pour l'usager habitant qui, lui, est confronté au problème de mobilité, de voir déboucher un SERM au-delà des effets d'annonce que les politiques font à l'envi depuis quelque temps. Et puis, très concrètement, nous, on travaille effectivement sur Montpellier avec les CODEF qui nous environnent, hein, un peu comme à Toulouse, sur la plaque métropolitaine Montpellier-Rennes. On voit bien qu'on a tous des niveaux d'information assez différents. On voit bien qu'on a des problématiques extrêmement différentes. Et du coup, on serait très preneur peut-être d'une rencontre avec vous entre CODEV autour de Montpellier pour échanger un peu sur l'état du dossier parce que, au fond, on a du mal à obtenir des informations en direct dans nos EPCI. Voilà. Oui, merci beaucoup. Donc, je retiens 3 questions. Donc, je vais revenir sur d'abord le volet politique. Alors, oui, les SERM sont une annonce, mais quand même, on le voit, là, on a des phases de préfiguration qui sont bien engagées sur certains territoires. On approche du moment où les dossiers de synthèse vont être remis. Donc, nous, on est vraiment, on travaille vraiment à la concrétisation de cette annonce politique dans des objets concrets. Comment on s'assure que les SERM, en fait, aient un effet réel sur les usagers à court terme? Donc nous, en fait, la démarche qu'on prône quand on est associé par les collectivités, c'est, je l'ai dit un peu au moment de la présentation, mais c'est, en fait, on identifie les projets, les besoins, les enjeux de mobilité sur le territoire. Et ensuite, on ne dit pas juste, alors on va faire une énorme infra ferroviaire et vous verrez dans 15 ans, ça va avoir tout réglé. Non, ce qu'on dit, c'est comment est-ce qu'on répond demain à la question. Et donc, on essaye vraiment d'identifier, que ce soit sur le ferroviaire à infrastructure constante ou sur les autres modes, par exemple sur le mode routier avec la notion de car express, comment on peut répondre aux enjeux des usagers à court terme. Donc, on a une approche très pragmatique où on essaye de définir plusieurs horizons dans le CERM, un horizon de court terme, un horizon de moyen terme, un horizon de long terme. Potentiellement, là où il y a des besoins d'infrastructure, on est plutôt sur une délivrance des effets à long terme, mais là où on peut faire une infrastructure constante, on a des gains possibles, rapides, et donc on essaye vraiment d'avoir cette approche pragmatique et très ancrée pour répondre aux besoins des usagers. Donc ça, c'est pour répondre sur comment est-ce que nous, on essaye de donner corps et de concrétiser en fait ces annonces politiques. Sur le CERM de Montpellier, même offre de service que sur celui de Rouen, je propose qu'on a bien pris le point. Je propose qu'on rebook nous en interne avec notre chef de projet sur Montpellier et Marine qui est présente là pour organiser la manière dont on peut vous associer aux échanges. Et sur la première question sur la marche, donc le CERM, service express régional métropolitain, en fait, vise l'amélioration des mobilités du quotidien. Je l'ai dit, pour répondre à différents enjeux, le désenclavement des territoires périurbains, les questions de décarbonation des mobilités. Donc, évidemment, en première approche, on est plutôt sur regardons ce qu'on sait faire en matière de développement des transports collectifs, des transports décarbonés. Donc, la marche fait pas partie de la colonne vertébrale. Néanmoins, ça ne veut pas du tout dire qu'on l'exclut. Et par exemple, on regarde beaucoup les enjeux de rabattement vers les gares, par exemple sous l'angle vélo. Mais en fait, la question de la marche prend tout son sens. Quand on est sur des haltes dans des zones périurbaines ou rurales, en fait, l'accès même à la gare à pied ou à vélo par des infrastructures sécurisées est un enjeu. Donc voilà, on le raccroche par ce biais-là. Et peut-être, Marine, voulait compléter sur l'expertise d'usage. Oui, merci. Et merci à tous pour vos questions. Peut-être dans le sens de ce que vient de dire Claire, l'idée c'est que les CODEV, vous aussi, vous avez vous portez en fait l'expertise d'usage et nous c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc la marche et les questions d'accessibilité, notamment au pôle gare, ça va être des choses qu'on va regarder de très près.
Et là, j'en profite aussi pour rappeler qu'on est au début du projet, donc non, il ne se passe pas rien. Ça fait peut-être boîte noire, mais on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup d'ateliers, beaucoup d'échanges avec les acteurs et on va aussi bien sûr veiller à vous associer. C'est les propositions qu'on va faire auprès de nos partenaires de préfiguration. Et en cela, Claire vient de le dire, on va bien sûr reboucler, mais l'idée, c'est que à minima, voilà, les codev des métropoles cœur, bien sûr, on vous rencontre et nous, on propose 2 modalités, soit des entretiens, donc une présentation, un échange, voilà, pour simplement recueillir votre point de vue et ensuite une association, si c'est possible, aux ateliers de dialogue, si voilà, ça se présente et si c'est bien sûr partagé par l'ensemble des partenaires. Mais voilà, on a vraiment ce souhait-là. Il y a beaucoup d'autres questions et je vois qu'il reste plus de 10 minutes, donc je ne sais pas dans quel On va ordre. essayer de poursuivre et de faire court. Je vais donner la parole à Jean-Paul Monin. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Bonjour à tous. Donc moi j'ai des questions, en particulier donc pour revenir un petit peu sur le financement. Le Grand Est est directement concerné par le sillon lorrain, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le CERM du sillon lorrain. Et qu'en est-il des financements du Luxembourg à ces projets et qui s'en occupe? Ensuite, comment concerte-t-on le monde rural, les petites villes qui n'ont pas forcément de conseil de développement? Quelle est la méthode employée pour que, disons, tout le monde soit concerné, hein, parce que les haltes dans les villes, dans les petites villes autour des métropoles, c'est possible. Ensuite, ne pensez-vous pas que les projets CERM, hein, c'est une interrogation, hein, confortent l'idée qu'il faut traiter les problèmes de mobilité dans leur ensemble, c'est-à-dire autoroute, hein, quand vous parlez par exemple sur Toulouse et du CERM, ça va donner un peu de grain à moudre aux associations qui s'opposent au projet autoroutier. Et sur le Grand Est, c'est pareil, on a le sillon lorrain où on veut recréer des voies pour mettre des bus dessus, des cars express, voilà. Où est la décarbonation des transports, hein? Et moi, je pense que ce que vous avez dit au tout début, le rail doit être la colonne vertébrale, moi, me convient bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions dans l'ordre inverse. Mais donc sur la question un peu générale sur est-ce que vous trouvez que le CERM valide, disons, une approche multimodale? Alors nous, on est complètement évidemment alignés, hein, sur ce point. On pense que la démarche CERM, elle présente plusieurs intérêts, hein. D'abord, elle présente un intérêt de penser l'ensemble des mobilités et l'ensemble des modes à l'échelle d'un territoire. Et elle présente aussi l'avantage que ce territoire, il s'affranchit en fait des limites administratives habituelles, des limites de compétences, des différentes AOM. Et en fait, c'est vraiment un territoire qui est pensé usager, c'est-à-dire quel est le bassin de vie, quel est le bassin de mobilité, où sont les flux, pourquoi c'est pertinent de regarder ce territoire-là, même si, bah oui, ça met une métropole, ça met une région, ça met plein de PCI périurbains ou ruraux. Donc nous, de ce point de vue-là, on est parfaitement alignés et on pense vraiment que la démarche CERM, elle apporte énormément en fait en matière de décloisonnement, que ce soit géographique, institutionnel ou en termes de mode en fait. Pour répondre à cette première question. Sur la question de l'association des EPCI ou en tout cas des zones plus rurales, en fait, si on est dans le périmètre de CERM sur une zone plus rurale, ce qui est le cas, hein, on en a plein, en fait, l'association, elle se fait de plusieurs manières. D'abord, il y a les entretiens de dialogue territorial avec les EPCI. Donc, en fait, on va aller voir, hein, concrètement
Donc, par exemple, sur le CERM de Toulouse, c'est en cours cette phase d'entretien bilatéral et donc on va voir chacun des 19 EPCI. Donc ça, c'est la manière d'associer. Et ensuite, dans les ateliers, Marine le disait, on associe évidemment les EPCI, mais on associe aussi des associations d'usagers. Et donc, voilà, on peut, ou de défense d'un type de mode, par exemple des associations de vélo ou des associations plus orientées sur le volet ferroviaire, typiquement. Et donc, ce qui nous permet en fait d'avoir un retour sur des enjeux spécifiques aux territoires ruraux ou aux territoires périurbains. Voilà, donc on fait ça comme ça. Et ensuite, il y avait donc la question du financement. Voilà. Et puis je compléterai sur le rural. Oui, Luxembourg, enfin la participation financière du Luxembourg. Alors donc en fait, c'est un enjeu qui est très très bien identifié sur le CERM du Sillon Lorrain, la question de la participation financière du Luxembourg. Donc, comme vous le savez sans doute, c'est un protocole d'accord qui cadrait en partie ces éléments. Je peux vous confirmer que toutes les collectivités impliquées sur le CERM le mentionnent systématiquement. Ah oui. Et donc, c'est un sujet qui va être traité dans la partie plan de financement. Voilà. Donc, en tout cas, il n'y a pas d'angle mort. D'accord. Merci. Et peut-être juste compléter sur le rural, Claire, avec ce que tu viens de dire. On a bien en tête parce que parfois, nous, les représentants de nos interlocuteurs, c'est effectivement les EPCI ou les acteurs associatifs, mais la maille communale, elle va être très importante. Et comme on se l'est dit à plusieurs reprises aujourd'hui, on est au début d'une démarche. Et nous, l'association des publics ruraux, périurbains, c'est vraiment une priorité parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc, on le prévoit aussi dans les phases ultérieures de concertation. Peut-être juste dire, comme il est 56, que le cas échéant, on prendra évidemment les questions par écrit pour faire un retour si tout le monde n'a pas eu le temps de s'exprimer. Oui, tout à fait. Effectivement, comme on approche de la fin et de 2010, ce que je vous propose pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de poser les dernières questions, on les prendra par écrit et on vous les transmettra de manière ultérieure parce que sinon on n'aura pas. Voilà, il ne reste que 4 minutes. Donc, je vous propose d'en rester là et de conclure. De toute façon, voilà, les échanges. Excuse-moi, Pauline. Oui. Je me permets une question parce qu'on n'a pas du tout parlé de la coordination nationale et je trouve que c'est dommage. Moi, c'est une question très simple, très courte. Est-ce que vous pensez, parce qu'on a bien compris, vous faites du bilatéral, du trilatéral sur les territoires, mais est-ce que vous pensez que la coordination nationale aurait intérêt aussi à être en contact avec vous pour faire de la restitution plus collective, c'est-à-dire plus stratégique? Par exemple, quand vous dites on est la parole d'usage, non, on est aussi à la jointure de l'usage, du politique et de l'expertise, c'est-à-dire qu'on a plein d'expertises différentes. Et moi, je me demande, est-ce que votre structure est calibrée, peut-être même en énergie, pour aussi avoir un dialogue avec la coordination nationale où vous êtes surtout là pour accompagner territoire par territoire? Je suis désolé, Pauline, de couper, mais il me semble qu'il n'y avait aucune question générale sur la coordination générale. Non, il n'y a pas de problème. Je dirais qu'on est là. Donc, déjà, on fait ce webinaire. Donc, c'est une première réponse. C'est qu'on est évidemment à disposition de la coordination nationale avec qui on a échangé pour préparer ce webinaire et avec qui on va voir comment on peut définir des modalités de fonctionnement pour la suite. Donc, oui, évidemment. Aucun sujet de ce point de vue-là. Merci. À vous, Alexandra, tu veux compléter ou dire un mot? Non, de toute façon, voilà, effectivement, on est en contact, on reste en contact. L'idée, voilà, si vous avez encore des questions, le temps, effectivement, est court, c'est toujours frustrant, mais voilà, vous pouvez les adresser soit à Pauline, soit à moi, et nous, voilà, on pourra les envoyer effectivement à l'équipe de la SGP pour pouvoir vous en faire un retour. De toute façon, je pense qu'on va refaire aussi une prochaine visioconférence voilà, dans le cadre de ce groupe de travail CERM pour continuer à partager les expériences entre conseils de développement sur ce sujet important. Très bien. Un grand merci à toutes et tous. Merci à vous, Claire et Issata. Merci Marine Chaumont pour la présentation et pour avoir répondu aux questions. Et puis, bien entendu, on reste en contact pour poursuivre les échanges. On est à votre disposition. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Super. Au revoir. Bonne journée.